Bien, la décarbonation, grand sujet. On a 1 heure pour ça, un petit peu moins parce qu'on est un petit peu en retard. Impact, levier concret et dynamique collective. La décarbonation, c'est un sujet que suit le cluster. Bien évidemment, vous êtes au cœur du sujet et on sait à quel point vous êtes dans ce projet d'une aventure collective que vous voulez mener tous ensemble. Mais souvent, et je salue d'ailleurs Laurie Brousse, comme tout à l'heure, le Lionel Gruffat vous a fait l'ouverture de nos travaux tout à l'heure, on a toujours un peu le problème de se dire, en fait, qui doit commencer ? Est-ce que c'est une TPE ? Est-ce que c'est une PME ? Est-ce que c'est une commune qui doit donner l'élément ? Et puis quand on décarbone, on le prend comment ? Pour aller jusqu'où ? Donc ça sera l'objet de cette table ronde. Quel levier activer ? Est-ce qu'on est tout seul ? Est-ce que le cluster doit nous réunir ? Est-ce que ça se fait par l'objet d'une banque qui, je sais, est engagée sur ces sujets ? Et donc cette conférence va vous proposer de voir ensemble, quels que soient vos domaines d'activité, des outils simples, des idées concrètes et des retours d'expérience inspirants pour faciliter votre démarche, qu'elle soit individuelle ou collective. Pierre-François Adam, merci d'être avec nous, responsable innovation et développement durable du cluster montagne. Qu'est-ce que vous attendez de cette table ronde ? Bien, déjà bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette table ronde. L'objectif pour nous, c'est vraiment déjà de faire un petit état des lieux de ce qu'on a appris sur ces 4 dernières années d'accompagnement de la montagne, en général de son écosystème, sur ce sujet-là. De montrer également la complémentarité qu'il y a notamment entre les différents acteurs de l'écosystème. Donc ici, effectivement, un acteur plutôt qui agit sur l'ordre financier et nous sur l'ordre de l'accompagnement. Et puis surtout, d'écouter nos 3 témoins. Tu peux nous les présenter, comme ça on fait le tour de tout le monde ? Ouais, tout à fait. Alors, il y a une petite slide tout à l'heure. Donc, Thierry Jacob, donc, qui est le directeur de Natural Break, donc société qui commercialise des écologes. On a Fred, de la société MBS, notamment, qui propose des éléments de sécurisation des domaines skiables. Et Claire-Anne Bourgois, donc directrice du bureau d'études d'Amoé, et qui accompagne justement les territoires sur des sujets de décarbonation. Même chose pour le Crédit Agricole de Savoie. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence ? On sait que vous êtes extrêmement moteur. On l'a vu dans les différentes assises de transition que la banque mène. Qu'est-ce que vous attendez de ces échanges ? Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation sur cette table ronde. Moi, je dirais que c'est surtout d'aborder le concret, quoi. Le concret, les solutions, et nous, en tant qu'établissement bancaire, effectivement, comment on peut aussi accompagner cette décarbonation en montagne, notamment. Alors effectivement, dans le scope 3, il y a ce mot résilience. On en a beaucoup parlé ce matin. Il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas demain. C'est évidemment ce qui est dans la tête de beaucoup de chefs d'entreprise ou de leaders d'activité ici. Ce que j'aimerais comprendre, c'est quoi ? C'est simplement satisfaire aux bons critères pour être comme il faut, ou c'est se servir de cette décarbonation pour stimuler une part de créativité, une part d'innovation, un pas de côté intéressant pour redonner la valeur au territoire. Est-ce que c'est voilà, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors effectivement, la décarbonation, je pense que on peut le prendre sous plein d'angles différents. Pour moi, c'est avant tout un enjeu de résilience, pour notre territoire. Enfin, je pense que au niveau du tourisme, on est bien placé pour le comprendre, mais aussi sur notre industrie. On a une part aussi de notre industrie en Haute-Savoie qui est très exposée sur ces enjeux de transition, notre parc immobilier aussi qui est un grand enjeu. Donc pour moi, c'est avant tout un enjeu de résilience de nos entreprises, et donc nous, en tant que financeurs de l'économie locale, aussi pour nous. Alors maintenant, on va ouvrir la boîte à outils. On va sortir des constats, on va rentrer dans les outils. Les personnes qui sont avec nous pour ça. Voilà, donc on va maintenant présenter l'ensemble des intervenants et effectivement ces outils et aussi le comment, parce qu'il y a l'outil bien sûr, mais comment l'utiliser. Au cluster, est-ce que d'abord des entreprises viennent vous voir pour dire voilà, j'ai envie de me lancer dans la décarbonation, j'ai envie d'aller un peu plus loin, et en gros, je tape à quelle porte ? C'est exactement ça. Le sujet de la décarbonation, finalement, on peut considérer ça comme une nouvelle compétence que doivent intégrer les organisations et les entreprises. Donc il faut se former, il faut apprendre, il faut passer du temps un petit peu à comprendre ce qui se passe, à la fois ce que ça fait dans l'entreprise et ce qui se passe autour de nous. Donc effectivement, nous, l'objectif en tant que cluster, c'est toujours d'accompagner le développement de l'écosystème de montagne. Et justement, ce sujet fait partie vraiment des demandes que l'on a qui sont de plus en plus récurrentes.
Alors, il y a deux choses. Tu parlais de résilience des entreprises. Le fameux donut que voilà, tu vas commenter. On est parfaitement là-dedans. Et ce qui est super important, en tout cas, c'est la posture qu'on a, nous, Cluster Montagne, c'est de partir du principe qu'on est finalement tous liés dans cet écosystème-là. Et pour ceux qui sont familiarisés avec les notions de scope, 1, 2, 3, finalement, on est tous un peu le scope 3 du scope 1, du voisin, etc., etc. Donc, il y a une logique pour nous qui est de faire ce qu'on fait depuis toujours, c'est de se la jouer collective sur ce sujet-là. Donc, d'avoir cette logique d'impliquer premièrement les plus motivés. Effectivement, on n'a pas attendu la réglementation, des injonctions ou autres pour travailler sur ce sujet-là. Nous, dans notre filière, on est quand même très sensibilisés, on est même utilisateur de la montagne sur tout un tas de pratiques, donc on est conscient de l'impact que tout cela a. Et ça, naturellement, on veut aussi le défendre. Donc ça tient vraiment à cœur des entreprises qui étaient les plus motivées, je dirais, les plus partantes. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir un petit peu l'enchaînement des choses au travers le temps. Et j'aimerais aussi insister sur le fait qu'on a la chance dans notre écosystème d'être aussi bien doté en termes d'outils, en termes de réflexion, en termes de chiffres, de ce que vous voulez. Ce n'est pas le cas de toutes les filières. Et là, on le voit très bien ici, puisqu'on a historiquement des acteurs comme Mountain Riders qui étaient engagés sur ce sujet-là, notamment via une démarche au flocon vert. Il y a 4 ans, 5 ans, Domaine Skiable de France, Outdoor Sport Valley, Cluster Montagne, on a travaillé sur un guide méthodologique spécifique sur notre filière avec l'ADEME. Donc ça, c'est un premier point qui dit, OK, de quoi on parle? Quels sont les grands ordres de grandeur? Quelles sont les grandes priorités à travailler? Et de là est né effectivement un certain nombre d'outils, puisque plus on apprend, plus on sait ce dont on a besoin. Et un des premiers points de départ pour travailler à la décarbonation, c'est finalement faire ce fameux bilan carbone, qui est un petit peu la photographie, moi je l'appelle un peu comme ça, de votre organisation en termes d'émissions. Et ça nous permet justement de savoir comment est-ce qu'on priorise les actions qui vont derrière. Donc, alors avant de rentrer dans ça, la question je vous la pose à tous et après on va rentrer donc dans l'outil ou l'audit pour voir ce qu'il en est. Si vous étiez avec nous ce matin, moi ce qui m'a en tout cas marqué de la part de tous les intervenants, c'est une bonne saison, une certaine résilience quand même, et au regard d'autres secteurs d'activité qui sont déjà aujourd'hui en pleine crise économique, je pense au BTP, je pense à l'automobile, je pense au décolletage, j'en pense à plein d'autres, finalement la montagne s'en est très bien tirée. La question c'est, avez-vous, je vous pose la question globalement, vous prenez les micros, vous n'hésitez pas, je vous donnerai le mien aussi, quand on rentre dans ce sujet-là, en avez-vous les moyens? Parce qu'aujourd'hui, un business, c'est avant tout d'assurer sa propre pérennité. Et on a aujourd'hui, on rencontre, y compris en Savoie, beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en mode survie. Pas la montagne. La montagne, globalement, ça se passe bien. Mais à un moment, la crise, elle va nous toucher. Et peut-être même, dans ces analyses du mois de février qui étaient quand même assez moyennes, vous avez bien vu, les Français ont très peu consommé. On a vu plein de patrons français qui n'ont pas voulu trop venir parce que justement, il y a des plans sociaux qui se multiplient partout en France. Est-ce que vous en avez les moyens? Et si vous en avez les moyens, pourquoi vous le faites maintenant? Je vous laisse parler tous les trois. Allez, voilà, poussez juste le petit... Allez-y, ça marche, ça marche. 1, 2, oui, voilà. Parfait. Bon, bonjour à tous. Je ne suis pas persuadé que c'est une question de moyens ou de taille d'entreprise, puisque l'entreprise que j'ai la chance de diriger compte 23 collaborateurs, donc on est une toute petite PME en définitive. Vous avez votre place, évidemment. Comment ? Vous avez votre place, évidemment. Voilà, exactement. Donc c'est bien la preuve que. Je pense que c'est plutôt une prise de responsabilité personnelle et d'engagement aussi. Quand je dis responsabilité personnelle, ce n'est pas que, entre guillemets, ma responsabilité d'eux. C'est sur un ensemble, c'est sur tous les collaborateurs de l'entreprise qui s'engagent. Et je pense que justement, un des messages, c'est que chacun, à sa hauteur ou à sa taille, d'entreprise en tout cas, est en capacité de pouvoir faire avancer les choses. Ici, on parle un peu plus spécialement de ce qui est le Carb Zéro, mais on peut voir ça dans une dimension un peu plus large. On parle beaucoup de RSE et de choses comme ça, et justement, c'est une prise de conscience personnelle qu'on se doit de pouvoir transmettre au sein de sa propre entreprise, peu importe la taille. Alors, même chose, vous avez commencé à le faire, c'est très bien. Je vous laisse présenter votre activité, ce que vous faites. Vous avez un micro déjà, vous n'avez qu'à l'ouvrir. Et donc, selon ce que vous faites, pourquoi vous le faites maintenant? Et je vous poserai la même question à vous dans quelques instants. Allez-y, ils sont ouverts. Ne touchez plus ces barrettes, vous les laissez en l'air, c'est très bien. Bonjour à tous. Effectivement, un peu experte sur le sujet en l'occurrence, mon travail c'est de faire des bilans carbone de territoire alpin. Donc on est vraiment dans le sujet de la décarbonation.
Je pense qu'il y a un élément qu'a notifié Pierre-François, c'est la différence de maturité dans les acteurs du système. Même si dans certains microcosmes, on pense qu'aujourd'hui, on est tous matures, on a tous connaissance et conscience du dérèglement climatique. Et on en est de facto les premiers concernés, puisque l'évolution de la limite pluie-neige concerne quand même beaucoup moins les gens en plaine que les gens dont leur métier c'est d'exploiter la neige. Un grand paquet de semaines dans l'année. La différence de maturité, elle est notable. Et donc des outils comme ça, je pense aujourd'hui, sont là pour répondre à des besoins très opérationnels d'acteurs qui ont déjà conscience des pratiques qui leur manquent et des informations à collecter chez eux. Et c'est vraiment la richesse de ces outils. Alors, vu que c'est votre job, on va le détailler dans quelques instants, mais qui vient vous voir? Est-ce que vous avez vu apparaître de nouveaux types de clients, de nouvelles typologies d'entreprises qui viennent vous voir? Nous, ça fait 6 ans qu'on fait ça. En étant transparent, aujourd'hui, ceux qui viennent, c'est ceux qui arrivent à faire manger leur gars à la fin du mois. Donc, on n'est pas sur des petits territoires qui ont du mal, qui se battent tous les ans pour leur fiabilité économique, parce qu'aujourd'hui, ces territoires-là ont des problématiques opérationnelles et financières qui ne leur permettent pas d'avoir des approches un peu au-delà des attentes minimales. Par contre, on voit beaucoup plus arriver tout ce qui est reporting extra-financier. Et donc aujourd'hui, les banques, notamment, pour vous citer, toquent à la porte en disant moi, c'est cool votre reporting financier, mais aujourd'hui, je veux de l'extra-financier. Donc on arrive en fait sur une couche supplémentaire d'attente aussi juridique. Donc ça cristallise beaucoup de choses. On en parlait dans la table ronde précédente. Donc c'est vraiment une double approche, soit volontaire, soit nécessaire par une nécessité juridique et extra-financière. Oui. En gros, certains vous demandent une type de, j'aime pas ce mot, mais de green card qui permettent après d'aller voir les banques pour avoir quelque chose de plus présentable. Moi, je dis que c'est un argument supplémentaire en termes de faisabilité économique, faisabilité technique, et aujourd'hui, il y a la faisabilité carbone, en fait. Est-ce que c'est légitime ou pas? Et ça répond en partie à cette question. Eh bien, c'est à vous maintenant. Merci, bonsoir. Bonjour, je suis Thierry Jacob, fondateur de Natural Break, qui est un concept innovant dans le tourisme 4 saisons. Et il est vrai que ça fait 30 ans que je suis dans le tourisme. On a créé de différents séjours sport-nature dans différents pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de concevoir des villages spécifiques dans une réflexion, bien sûr, mission carbone zéro, c'est la base. Je veux dire, on est dans un nouveau tourisme qui approche et qui est l'avenir. C'est normal qu'on ait une réflexion carbone à ce jour. Nous, notre objectif déjà, c'est de faire des villages, bien sûr, éco-responsables, mais pas que. L'avantage de notre clientèle que nous avons déjà par le biais de notre acquis et de tous nos tour opérateurs partenaires, c'est que notre clientèle ne vient pas de très loin. Souvent, c'est une clientèle très proche. Et donc, ce qui fait que justement, l'émission carbone pour ces clients qui viennent dans nos villages, vont venir dans nos villages, c'est important à le montrer, à le démontrer. Et quand Cluster Montagne est venu me joindre pour justement parler de cette mission carbone zéro, on avait tout à être présent, tout à faire le nécessaire. Je parle d'un tourisme de demain qui est déjà aujourd'hui et que nous avons acquis et que nous allons développer de plus en plus. Donc nos villages répondent à cette mission qui est normale, j'allais dire. C'est même dommage de ne pas y avoir pensé avant. Allez, le mot comment, c'est le mot comment qui nous intéresse. C'est parti, on rentre dans l'outil. Alors effectivement, je ne vais pas vous présenter les outils dans le détail, l'idée n'est vraiment pas ça. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, on en rediscutera plus tard, mais le comment, nous, on le voit à notre niveau de coach d'entreprise. C'est surtout par quoi je commence. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première question. Pour y répondre, faire la photo. Voilà. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui en termes d'émissions? Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a pu, grâce à un consortium d'acteurs franco-italiens, répondre à un appel d'offres européen pour justement créer ce projet qui s'appelle Mission Carb Zéro. Donc effectivement, le leader, c'est la CCI PACA. Et dans les acteurs locaux, donc on a la CCI de Savoie, l'ENSAM et notamment nous, le Cluster Montagne. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'en alliant nos différents réseaux et expertises, on a été capable de construire une plateforme de bilan carbone simplifié, spécifique à des industries, donc il y en a 4, et notamment la montagne, qui nous permettent justement de pouvoir inciter nos entreprises dans cette démarche-là. Alors vous allez me dire, des plateformes, il y en a déjà plein, il y a des bureaux d'études, etc., etc. C'est vrai. Par contre, ce qui est intéressant avec des initiatives collectives telles que celle-ci, c'est qu'on est capable de cibler des plus petites entreprises, des entreprises qui n'auraient pas nécessairement les moyens de payer une étude, je ne sais pas, 8 000, 10 000 euros. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, nous, on répond un petit peu à ce trou dans la raquette grâce à ce genre d'outils-là. Ce qui est super intéressant, et je vais finir par ça avant de laisser la parole avec les autres outils financiers, c'est de voir que cette impulsion collective avec ce soutien européen a permis derrière de créer des petits, entre guillemets,
puisque l'outil qu'on a développé est un outil qui est utilisable par le réseau du consortium. Donc on l'a développé cette année, notamment sur la région PACA, dans une démarche expérimentale, et on a pour ambition de le développer sur les deux régions PACA et Aura, région Sud et Aura, pour là encore proposer un parcours d'accompagnement qui utilise cette plateforme-là, mais qui en même temps intègre des notions d'accompagnement collectif. Et j'en termine par ça, parce que le plus important et la demande récurrente que l'on a sur ces sujets de transition de décarbonation, c'est certes de l'outillage, mais c'est aussi papoter avec son voisin, pour savoir, et toi, comment tu as fait ça? Et moi, j'y suis pas arrivé. Ah, tu y es arrivé comme ça. Bref, c'est de l'échange entre pairs. Et vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une démarche nouvelle, on apprend, il faut parler, il faut échanger, et on mise tout là-dessus, et c'est pour ça qu'on a créé ce parcours-là. Donc nous, voilà, en termes d'outillage, on est plutôt parti sur des actions type partage d'expérience et outillage collectif. Voilà pour ce qui est de notre démarche à ce stade-là. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a vous, il y a évidemment les chambres consulaires. Je pense à la CCI de Savoie. Marc Béjorat sera avec nous tout à l'heure. Et ça fait partie aussi des rôles des missions consulaires de faire ça. Bon, la question, bien sûr, c'est de montrer des outils qui sont aussi spécifiques à notre activité. On l'a vu ce matin. Beaucoup de gens nous ont dit, beaucoup de monde en finalement des périodes de plus en plus courtes. Donc, ce qui veut dire aussi savoir attraper des volumes de clients sur des périodes de plus en plus courtes. Et je ne parle pas bien sûr de la mobilité, parce qu'on pourrait faire encore une table ronde que là-dessus. Moi, ce que j'aimerais savoir, et c'est justement dans ces différents éléments, c'est quoi? Ce sont des initiatives individuelles, portées par des entreprises, portées par des territoires. Quel est le bon axe? Qui veut répondre? Tous. Je pense que ce qu'il faut combattre, c'est l'inaction, c'est-à-dire que tout le monde renvoie la balle au voisin, c'est le politique, c'est le visiteur ou c'est la société, enfin l'entreprise. À un moment, il faut quand même que chacun se responsabilise en disant qu'on peut tous faire quelque chose. On va pas spoiler maintenant, mais la partie action est dans la deuxième partie de la table ronde. Donc on en parlera, mais aujourd'hui toutes les échelles sont bonnes à prendre puisque ça va pas dans la bonne direction. Donc si on regarde tous les uns les autres et qu'on attend que ça bouge de l'autre côté, ça va pas forcément très bien se passer tout de suite. Vas-y. Ouais, et effectivement, clairement, aujourd'hui, l'action individuelle, elle est obligatoire parce qu'il faut apprendre. Mais effectivement, on se rend bien compte qu'il y a des enjeux effectivement qui nous dépassent individuellement. Ils sont un peu cités là. Évidemment, la mobilité, la production énergétique. On se rend compte que certains de ces enjeux-là ont un effet super intéressant parce qu'ils sont gagnants-gagnants. Typiquement sur l'énergie, dès qu'on optimise, hop, c'est gagnant-gagnant. D'autres qui vont beaucoup plus jouer sur les usages, notamment la mobilité. On pourra avoir des exemples tout à l'heure. Notamment également sur d'autres mettent en œuvre plutôt des logiques de dynamique collective. Là, je vois sur la logique de rénovation de l'immobilier de montagne. On est en train de travailler avec une dizaine d'adhérents du cluster, justement, sur une offre un peu expérimentale groupée, en collaboration avec Tignes, pour se dire qu'est-ce qu'on peut proposer de nouveau pour à la fois techniquement répondre à ces enjeux de rénovation et en même temps avoir une approche, je dirais, sur l'usage et sur la rassurance. Parce que les copropriétés, c'est un gros paquebot. Il n'y a pas que de la technique, il y a de l'humain. Donc effectivement, ça, c'est des choses sur lesquelles on est capable aussi d'enclencher des actions collectives. Et c'est là-dessus, effectivement, ça peut être une suite, finalement, à l'ensemble des outils qu'on a parlé tout à l'heure. Je veux faire réagir. Après, je donne la parole donc à Loïc Brousse, parce que c'est un sujet qu'on va détailler pour la banque. Je pense que ce qui est intéressant aussi dans les deux interventions qu'on vient d'avoir, c'est que c'est tout à fait vrai, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun à son niveau, on peut agir. Ce qui nous manquait, c'était un certain type d'animation ou d'interfaçage. Je pense que le cluster avait clairement sa place là-bas, où parfois on se sent un peu seul. Et justement, avec cet interfaçage du cluster, ça permet de discuter, ça permet de rencontrer d'autres personnes, ça permet de croiser les problématiques qu'on peut rencontrer, ça permet de trouver des solutions communes. Et c'est aussi comme ça qu'on a pu avancer. Parce que j'avoue que tout seul, ça me trottait dans la tête depuis un bout de temps, mais ça me paraissait impossible de pouvoir mener, ne fût-ce qu'un bilan entre guillemets, tout seul dans l'entreprise, parce que comme j'expliquais, on n'a pas une grosse structure, j'ai pas de personnel dédié pour ça, donc ça nous a fait avancer rapidement et avec une structuration claire. Alors Loïc Brousse, on va voir donc cet élément. Bon, vous êtes du Crédit Agricole des Savoies, qui, sauf erreur de ma part, est le plus gros banquier donc sur les deux départements Savoie et de Savoie. Bon, vous allez présenter votre outil et voir ce qu'il en est, mais quand même, je peux pas ne pas vous poser cette question-là. Pour beaucoup,
les taux d'intérêt ont monté, vous avez vos calculateurs et vos propres algorithmes pour dire ce dossier-là je prends, celui-là je ne le prends pas. C'est pas la notion, et je salue bien sûr Lionel Goffa qui est avec nous, c'est pas un moment la notion du carotte et du bâton. Certains n'auraient peut-être pas tapé à votre porte. On sait qu'aujourd'hui, avoir certains prêts, c'est plus compliqué. On sait que certaines activités maintenant sont devenues jaunes, voire rouges auprès de certaines banques. Et vous avez changé un peu le mode de calculateur pour les entreprises qui vont aller un peu plus loin et pour les entreprises qui vont redonner plus de valeur à l'intérieur. Et notamment, ça passe par la décarbonation. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on mentionnait effectivement aussi l'aspect extra-financier des projets. Aujourd'hui, il y a le volet économique qui est bien évidemment regardé, mais chaque projet, en tout cas chaque financement, aujourd'hui au Crédit Agricole des Savoies, est adossé à une grille de lecture RSE, basée sur des critères ESG, et c'est notamment marqué sur le secteur du tourisme. Et en fait, cette grille de lecture, elle n'est pas là pour distribuer les bons points ou les mauvais points, elle est là aussi pour situer le projet d'un point de vue RSE, d'un point de vue humain, d'un point de vue environnemental. Et c'est cette grille de lecture qui peut permettre d'orienter, au-delà de l'aspect purement économique, des projets qui ont aussi un impact territorial fort, un impact environnemental fort, et au contraire des projets qui ne sont pas forcément pensés de la bonne façon, on va dire, ou en tout cas pas trop en faveur du territoire. Et c'est une grille de lecture supplémentaire qu'on a intégrée effectivement à nos octrois de crédit, ou en tout cas l'analyse des projets. Et c'est pour ça que la banque, après, avec ce calculateur, dit oui, non, ou réserve peut-être si le projet n'est pas, je ne sais pas si le mot est vertueux. Oui, alors vertueux, ou j'aime bien l'expression aussi d'impact territorial positif, quoi. Il peut être effectivement vertueux, ça convient bien. Au-delà d'un score, c'est aussi une grille de lecture et une compréhension qui est soumise ensuite à nos organes de décision pour avoir vraiment l'ensemble de la vision du projet. On va commencer par la mobilité, vous ne l'avez pas mis en premier pour rien. La très grande majorité, voire 90% des gens qui viennent sur notre territoire viennent par la voiture. Je ne vais pas vous rappeler le samedi 5 février, l'éboulement à l'entrée de Moutier et l'inquiétude dans le monde de la montagne réelle. Ce n'était pas fin. À quelques jours des vacances de février, l'axe majoritaire fermé. Et heureusement, le service de l'État et tout le monde a beaucoup bossé pour réouvrir l'axe en quelques jours. Mais je pense que ça nous a fait tous prendre conscience aussi que si un jour, et je poserai la question tout à l'heure pour la table ronde sur les Jeux Olympiques tout à l'heure à 18h, s'il se passe, et ça devrait se passer, ce genre d'événement suite au réchauffement climatique et à ces aléas qui peuvent avoir de chute sur les rochers, malheureusement, la mobilité, elle se fait en voiture. Est-ce qu'on peut avoir des alternatives? Est-ce qu'on peut avoir des moyens d'assurer cette mobilité différemment? Et comment elle peut être valorisée, cette mobilité, pour en faire un atout dans nos parcours clients? Je vous laisse prendre la parole. Oui, allez-y, un des deux. Alors, moi, je le rappelle, le moyen de diviser par deux les émissions d'une voiture, c'est de mettre 2 personnes à l'intérieur plutôt qu'une. C'est peut-être, on n'a pas réinventé l'eau chaude. Oui, c'est vrai que c'est une solution assez simple. Oui. Oui, non, mais aussi bête que ce soit, ça fonctionne très très bien. Je vais prendre l'exemple, ils sont dans la salle, j'ai demandé l'autorisation. À La Rosière, si vous garez en bas aux écudés, vous avez 5 € en moins sur votre forfait. Aussi simple que ce soit, donc c'est une remontée mécanique qui en soi, on voit pas du rêve. La piste est même pas forcément ouverte toute l'année, donc on descend aussi en télésiège. Et pourtant, c'est aujourd'hui un des facteurs sociologiques du changement d'habitude, c'est l'argent, notamment pour un vacancier qui vient à la journée, qui a plusieurs enfants, etc., etc. Je vous fais pas le persona maintenant. Vous avez aussi le cas, donc pareil, parce que la politique a été développée là-haut à La Rosière. Si vous venez en transport en commun, donc en gros en train jusque Bourg-Saint-Maurice, vous avez 15%, et là où ils étaient très très forts, c'est en bon d'achat l'année suivante sur votre forfait de ski. Donc en plus, fidélisation de la clientèle. Et moi, ce que j'aime dans ce concept, c'est de dire aussi, on peut le faire demain matin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui est en gestion de ses parkings, la personne qui a un front de neige délocalisé, qui est plus bas et qui du coup peut proposer une offre où c'est OK 10 km en moins, mais c'est toujours mieux que rien. Proposer une solution financière quand les personnes viennent en covoiturage, je suis d'accord, c'est pas parfait, ça enlève pas les Émiratis qui font le tour du monde, mais au moins on valorise des comportements vertueux, souvent de population locale, on rend le ski moins cher, on permet aux locaux de continuer à pratiquer le ski. Enfin, voilà, commençons déjà là et entraînons ceux qui vont dans la mode dynamique et montrons l'exemple aussi, quoi. En sachant, je le rappelle, au niveau national, que l'autopartage baisse depuis le Covid. Les gens préfèrent à nouveau être seuls dans les voitures. Vous avez vu à l'entrée de Paris, Lyon, Marseille, les voies qui sont donc, si vous êtes seul et que vous prenez la voie de gauche où il y a le losange, là, vous pouvez être flashable. Voilà, les métros n'ont pas trouvé d'autre solution que ça, parce que l'autopartage, malheureusement, parce que c'est vraiment un malheureusement, recule en France depuis 2 ans. Mobilité, c'est un sujet que vous connaissez bien.
Oui, tout à fait, parce que notre concept Natural Break, c'est un concept pour 4 saisons. Alors, ce terme est un petit peu couru. Pour moi, c'est plus un concept thématique, parce que nous avons une clientèle sur toute l'année. Et c'est vrai que l'avantage d'avoir une clientèle sur toute l'année, eh ben, ça évite justement une surcharge de nos routes, une économie justement carbone. Pourquoi aussi? C'est parce que aussi ce type de tourisme de demain et d'aujourd'hui est un tourisme qui accueille aussi des gens quelquefois très proches des sites, ce qui fait que ça évite aussi des grands trajets. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'attrait, il y a aussi plein de choses. Aussi, nous avons une attractivité territoriale exceptionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit avoir une réflexion sur une année et pas sur des saisons. Et c'est vrai que grâce à ça, ça peut aider justement à la mobilité, ça peut étaler la mobilité et ça peut la réduire en distance. Et c'est un petit peu l'avenir justement pour le sujet carbone zéro. Évidemment, je ne sais pas si vous étiez ce matin donc, dans la salle, ceux qui ont beaucoup misé sur le tourisme 4 saisons, je pense qu'ils ne sont pas reconnus dans les chiffres qu'on a vus ce matin. Également, pour ceux qui travaillent les ailes de saison, les stations qui essaient de travailler sur quelque chose de plus large, on a vu que la saison s'était bien passée, mais encore plus courte que d'habitude. Donc ça ne va pas dans le sens de ce que vous nous dites là, en tout cas dans les tendances des 2 derniers hivers. Il faut revoir beaucoup de choses. C'est évident qu'on ne va pas remplacer la saison hiver comme ceci. Mais il y a tellement de possibilités de développement, d'attractivité. On est à la montagne, on n'est pas dans la neige. Il faut miser sur la montagne. Je parle de notre région. Et j'ai d'autres régions qui travaillent avec moi dans toute la France. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une force. Il faut l'exploiter, mais c'est évident qu'on ne va pas changer ceci en quelques années, mais on peut le changer plus rapidement qu'on le croit. Pourquoi? Parce qu'il y a une attractivité de la nature, une attractivité du vert et pas que du blanc, et ce qui fait que justement ça peut jouer sur tous les actes. Le côté RSE même, c'est très important au point de vue RSE parce qu'on peut faire travailler beaucoup plus de gens, beaucoup plus de locaux toute l'année. Alors évidemment, nous connaissons tous l'adage éviter, réduire, compenser, mais parfois on peut aussi voir le déchet, parce qu'on a beaucoup parlé déjà de la production énergétique auparavant, le déchet peut être une valorisation, peut être une valeur. Et y compris chez nous, dans nos territoires, je saluais tout à l'heure Yannick Hamet, le président de la CCHT, Comité de communes de Haute-Tarentaise, qui me disait justement qu'il y a un gros travail qui est fait dans ce territoire de haute montagne, parce qu'ils sont entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère, sur le fait de considérer différemment le déchet comme étant une valeur première. Donc comment peut-on nous aussi s'impliquer les uns les autres pour essayer eh bien, de faire de tout ça une valeur? Ici, on essaye d'aller avant le déchet même. On essaye d'éviter le déchet. Donc moi, mon entreprise est principalement fabricant et fournisseur de matériel pour les domaines skiables, que ce soit pour la sécurité ou pour les nouveaux espaces ludiques. Avec nos produits classiques qui sont malheureusement beaucoup dérivés du pétrole, puisque c'est nous qui fabriquons les matelas de sécurité, les filets sur les pistes et ainsi de suite. On a un service de réparation, on a un service de recyclage où on va récupérer les anciens matelas, on va soit les recycler en les broyant et en les réutilisant dans notre propre filière, soit leur remettre une nouvelle housse et les faire renormer puisqu'on doit suivre des normes de sécurité. Et on essaye, quand je disais de devancer le déchet, on essaye de ne pas arriver à devoir le jeter définitivement à un moment ou à un autre. On a fait pas mal de campagnes aussi sur nos jalons, donc les jalons qui sont en bord de piste, autant les jalons bambou que les jalons en polycarbonate, de manière à pouvoir les réutiliser, à pouvoir les rebroyer, à pouvoir les remettre dans la filière. Et quand on n'arrive pas à les remettre dans notre propre filière, on arrive toujours à les revaloriser sur notre filière qui les utilisera. Ça, je pense que c'est important. Alors, il y a les 4 R qui sont en anglais. Je vais passer à la version française. Il y a la location, donc on peut louer le matériel au lieu de le vendre définitivement et que, en quelque sorte, il nous échappe. On peut le recycler, on peut le réutiliser et on peut le réparer. Donc, il y a quand même déjà à la base moyen de faire beaucoup de choses avant que ça ne devienne un vrai déchet. Alors, n'y a-t-il pas un phénomène d'opportunité? Je vous pose la question à tous les deux. On voit bien que les accords de libre-échange et les fameuses taxes de douane de Trump redessinent une carte du monde différente. Alors, on a quelques surfroids, beaucoup en France, notamment pour les produits d'exportation, mais même parfois touchés 2 fois parce qu'il y aura assez logiquement une réponse de l'Europe sur les produits importés. N'est-il pas venu le temps
de réutiliser, encore plus de peur d'importer un produit qui va être multitaxé. On écoutait hier les Chinois qui disaient que si on cédait aux Américains, eux-mêmes allaient nous retaxer. Donc, il y a peut-être là une formidable occasion de se dire, OK, on sait que ça va être compliqué de faire venir des produits de l'extérieur. Essayons déjà de réutiliser ce flux de nous-mêmes, par nous-mêmes. Qui veut répondre à ça ? Je vais répondre aussi, puisque j'ai la chance d'avoir une filiale aux USA. Ah bah voilà. Donc ça tombe très Vous dormez bien ? On vend très bien, c'est un peu compliqué pour le moment, c'est-à-dire qu'on parlait de sueur froide, c'est un peu difficile d'avoir une lecture un peu claire de ce qui va se passer, donc on a plusieurs stratégies et elles changent un peu en fonction des annonces du président américain. Donc toujours est-il qu'une des premières stratégies, c'est d'avoir un sourcing le plus local possible, puisque jusqu'à présent, on envoyait une partie de nos ateliers français vers les US et que forcément, pour différentes raisons, la première étant déjà une raison de RSE. Personnellement, je trouve stupide de mettre du produit français dans un container, le mettre sur un bateau et l'envoyer aux US, et que le sourcing et les compétences locales, on peut les trouver sur le marché américain. En faisant parfois, je mets un petit bémol puisque le coût du travail n'est pas tout à fait le même. N'empêche qu'à l'heure actuelle, tous les calculs qu'on a faits, ça coûte pour la majorité de nos produits moins cher de les fabriquer avec de la matière première américaine que de la faire partir d'ici. C'est ce qu'on fait aussi bêtement entre guillemets, pour nos marchés à partir de la France, où globalement sur quasi 80% de notre produit, on a un sourcing qui se situe sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ou à 250 km grand maximum. Contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai très très peu de produits qui viennent de l'autre côté de la planète. Alors on pense tout de suite à l'Asie. J'ai peut-être 3 typologies de produits sur un portefeuille énorme en fait. Donc on fait vraiment attention à ça et on arrive à avoir de la production locale avec du sourcing local qui tient parfaitement la route. Vous voulez réagir ? Oui, tout à fait. Là encore, pour souligner l'exemple de tout à l'heure, on a de la chance dans notre écosystème, et là encore même sur ce sujet-là, tout simplement parce qu'on a un écosystème local qui est chapeauté par Solucir, qui est effectivement le réseau des acteurs de l'économie circulaire. Donc c'est super intéressant de l'avoir déjà ces acteurs à proximité et de pouvoir s'inspirer de ce qu'ils font. Et c'est d'autant plus important, et l'opportunité que tu soulignes est très juste, que la région Auvergne-Rhône-Alpes est leader d'un projet européen qui s'appelle Aster, pour lesquels on est également partenaire, et qui vise justement à étudier les pistes de réutilisation à la fois des textiles et à la fois des déchets plastiques qui sont spécifiques au territoire de montagne. Donc là, vous aurez les résultats des premières études là d'ici 2-3 mois, courant juin a priori. Mais voilà, c'est une première page, un premier pas sur lequel on apporte de la donnée, parce que tout l'enjeu, et je finis là-dessus, c'est de savoir comment on arrive à faire des modèles économiques derrière. C'est tout l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Alors, je vois aussi un point qui m'intéresse beaucoup, l'optimisation des services publics. Je ne sais pas si ça fera réagir notre commissaire qui est avec nous. Vous savez qu'aujourd'hui, nos départements, régions, interco, villes ont des compétences X, Y, Z. Et quand on voit le nombre d'allers-retours de véhicules à vide qui montent et qui redescendent vides, je ne parle pas des transports scolaires qui, pendant des années, on a essayé de l'ouvrir à des clients qui pouvaient monter en utilisant les navettes financées, notamment pour ramener les gamins en montagne. Quand on regarde le flux, on les voit, vous prenez n'importe quelle route qui monte en montagne, alors qu'on n'a pas réellement d'activité hors saison, on les voit, ces flux qui montent et qui descendent souvent à vide. Donc, qui doit prendre le sujet ? Comment prendre le sujet ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le balai des camions, le balai des navettes, le balai des cars qui montent à vide dans un sens ou dans l'autre, c'est quand même légion chez nous. On prend le problème comment ? Vous voulez prendre le micro, Loïc Brosse ? Je vais quand même nuancer. De plus en plus, les marchés sont centralisés avec les navettes touristiques et les navettes scolaires, puisque les transporteurs ont intérêt financièrement à le faire. Donc aujourd'hui, toutes les mairies, toutes les communautés de communes qui organisent le transport scolaire mutualisent les navettes avec les transports touristiques, puisque les transporteurs derrière ont l'intérêt. Donc quand vous bossez avec eux et que vous les appelez, ce sont les navettes qui montent, qui restent en haut, qui font les transferts de station et qui redescendent le soir avec les transports scolaires. Moins en moins le cas, peut-être pas une généralité, mais il y a quand même un gros boulot qui a été fait là-dessus. Je vous laisse la parole, désolé. Non, moi c'est juste peut-être une généralité, mais c'est vrai que sur la mobilité, ou en tout cas sur l'optimisation,
avant de parler d'investissement lourd, avant de parler de décarboner sa flotte, de passer sur l'électrique, voire sur l'hydrogène, etc., c'est vrai que le premier levier de décarboner, c'est les usages, optimiser ses usages. Et effectivement, on est en plein dedans. Enfin, voilà, l'exemple, je pense qu'il est assez parlant. Le plus gros levier, il est sur cette optimisation-là des usages. Pour rebondir aussi, on demande à des communes de 3500 habitants de supporter, là j'étais ce matin en réunion, 3 millions de journées skieurs. Donc il y a quand même un moment où il faut se rendre compte du paradoxe où une commune qui a 3500 habitants à l'année voit sa population exploser. Donc il y a 12 gymnases, mais c'est vraiment ça les chiffres, hein. 12 gymnases, des centaines de kilomètres de route. Donc après, quand on demande de rationaliser les usages alors que l'activité et l'attractivité du territoire est portée par les 3 millions de journées skieurs, bah, les communes, elles font ce qu'elles peuvent, mais à un moment, voilà, elles sont bien obligées d'avoir quelques infrastructures pour supporter cette activité touristique qui aujourd'hui fait que ce salon existe, par exemple. En tout cas, effectivement, en termes de proportions, hein, vous avez peut-être tous en tête ce camembert qui représente les pourcentages d'émissions d'un séjour de ski à la montagne sur une semaine. Donc 52%, c'est le transport. Et 17%, c'est la collectivité. Donc effectivement, ce sujet-là revient à parler de ces fameux 17%, qui, dans l'étude que l'on a, est quand même assez large, puisqu'on va à la fois englober les bâtiments municipaux, les offices de tourisme, les activités qui sont gérées par la mairie, la collecte des déchets. Néanmoins, ça permet quand même de parler de ce point-là qui est quand même extrêmement important et sur lequel il y a eu notamment des données, là, le petit lien, alors vous ne pouvez pas le cliquer, mais je pourrais vous envoyer la presse. Il y a notamment le Shift Project qui a fait pas mal d'études sur ce point-là. Et effectivement, là encore, ça participe vraiment à cet effort collectif de décarboner une société qui est de jouer également sur ce point-là. Alors évidemment, là encore, ça soulève des contraintes et autres, mais néanmoins, c'est un point qui reste quand même super important. Et 17%, c'est presque à touche-touche avec effectivement l'impact qu'a l'équipement du skieur sur une semaine de ski. Donc c'est pas négligeable et c'est des choses sur lesquelles il y a un intérêt. On voit bien qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Hein. Si c'est la démarche, elle est que d'un bout et pas de l'autre, bon, j'entends bien qu'il peut y avoir des efforts, mais c'est tout ou rien. La solution finalement, c'est la dernière question. Est-ce que c'est pas de revoir notre façon de gérer cette fameuse économie circulaire? Comment essayer de nous-mêmes à nous-mêmes, de nos fournisseurs à nos propres clients, de créer ce cercle vertueux d'une économie locale, par elle-même, pour elle-même? Je vous donne le micro. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, c'est aussi revoir un petit peu l'aspect touristique en général sur toute l'année, voir aussi le système de déplacement. Le côté RSE, c'est évident que nous, en Natural Break, on est à fond sur ce domaine. Pourquoi ? Parce que c'est un concept qui fait travailler que les locaux. Donc c'est important. Et c'est vrai que si on arrive à étaler justement ces nouveaux projets touristiques sur l'année, eh bien, on va jouer sur tous les axes, aussi bien sur la mobilité que sur le côté RSE, que sur le côté éco-responsable. Donc, ceci est un exemple. Après, il y en a d'autres, mais j'en fais que je suis une petite structure où on amène une pierre à l'édifice, mais il y a beaucoup d'autres activités à faire et tant mieux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des témoignages, des interventions, des personnes qui voudraient se lancer, quelles que soient vos activités? Vous avez un très joli panel de personnes qui ont passé le pas. J'entends bien que c'est pas simple de se lancer parce que voilà, on ne sait jamais comment prendre les choses, mais en tout cas, il y a des éléments. Et voilà, je l'ai salué tout à l'heure, Yannick Hamet, le président de la CCHT. On a parlé de la valorisation des déchets. Il aurait pu en être un très très bon témoin. Et bien, comme il arrive, tiens, je vais donner la parole tout de suite sur qu'est-ce qu'il a fait dans sa communauté de communes de Haute-Tarentaise pour la valorisation des déchets. C'est un sujet dont on a parlé il y a quelques jours ensemble à Val d'Isère. Et dans votre territoire, qui est un territoire de très haute valeur ajoutée, quand même, vous avez des stations internationalement connues et aussi un bassin de vie autour de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Que ça soit solo, mais que ça soit également par rapport aux déchets, vous en avez fait une force, notamment avec Citeo Pro. Merci, espèce de saligo, va, parce que tu me cueilles vraiment à froid. Alors effectivement, on a eu un très beau rendez-vous avec le GHR il y a une petite dizaine de jours. Et voilà, Citeo Pro nous a sélectionnés pour être un territoire un petit peu pilote sur les déchets et notamment tout ce qui est déchets alimentaires. Je vais les qualifier comme ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a une grosse démarche à faire, surtout avec les professionnels, parce que c'est extrêmement important. Et moi, j'ai retenu un chiffre, c'est que 75% des déchets qu'on met dans nos poubelles, effectivement, devraient être recyclables. Et quand vous voyez le coût que ça coûte, puisque nous, on les descend
de la Haute-Tarentaise jusqu'à Chambéry, c'est assez phénoménal. Voilà. Donc je ne vais pas prendre plus longtemps, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais c'est vrai que c'est un problème important. Et puis surtout sur le stockage de ces déchets, j'allais dire organiques, c'est très compliqué, notamment en montagne. Voilà. Donc bonne réunion, hein, mais je vais suivre un peu. Et justement, et c'est vrai que le travail qui est fait par le comité de communes de Haute-Tarentaise avec plein d'enjeux, bien évidemment, de place, d'altitude, de froid. Hein. C'est vrai que lorsque les déchets descendent dans certains sites, il y a aussi la problématique des températures. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres prises de parole, d'autres témoignages, d'autres questions? Ou tout le monde s'en fout? Non? C'est un sujet important quand même, vous êtes nombreux, donc personne ne veut intervenir? Alors ça veut dire qu'ils ont été excellents, ils ont été très brillants. Donc applaudissements très forts à nos différents intervenants qui ont été d'une clarté limpide vu qu'il n'y a aucune question.